Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous aurons Sylvie Simon en ligne. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Bonjour Sylvie Simon, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, je suis ravie d'être avec vous. C'est gentil. Alors nous allons parler ensemble de Jacqueline Bousquet qui vient de nous quitter, hélas. C'est une biologiste, hein. C'est une biologiste, on va en parler. Doctoresse, elle était doctoresse sciences. Alors vous qui l'avez... Elle faisait partie du CNRS. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas entendu les précédentes émissions, pouvez-vous nous parler de Jacqueline Bousquet et de ses recherches et de ce qu'elle était justement? Eh bien, justement, Jacqueline Bousquet est une dissidente du CNRS, c'est-à-dire que c'est une femme qui très vite a pris conscience des véritables dimensions de l'homme et qui a refusé de travailler uniquement sur le côté matière, sans se poser des questions qui n'ont pas de rapport. C'est vrai, des questions qui sont hors biologie, si vous voulez, qui vont beaucoup plus loin. Et comme elle s'est posé beaucoup de questions, elle s'est fait énormément d'ennemis au cœur de la nomenclature actuelle du CNRS et de tous ces gens-là, en pensant autrement. Elle a commencé à penser différemment des autres. Et en parlant différemment des autres, en pensant différemment que du consensus, il est évident qu'on se met à dos beaucoup de gens. On le voit en ce moment avec tous les problèmes qu'il y a, avec les OGM, avec Serralini, avec les médicaments, il y a toujours un consensus qui vous dit vous n'avez pas le droit de dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. Or elle, il suffisait de lui dire vous n'avez pas le droit de le faire pour qu'elle le fasse. C'est pour ça qu'on s'est si bien entendu, parce qu'on avait la même mentalité. Alors comment s'est-elle inspirée justement pour commencer ses recherches? Vous savez, elle a travaillé avec quand même de très grands biologistes et des grands penseurs, et elle a évidemment tiré un enseignement. Au lieu de dire il se trompe, elle a commencé à étudier tout ça avec ces gens-là. Elle a travaillé avec Émile Pinel pendant des années, et elle connaît évidemment très bien toutes ces questions-là. Mais elle a agrandi le débat, c'est-à-dire que pour elle en avait assez de regarder dans des petites éprouvettes ce qui se passait. Elle a regardé la vie, le cosmos, toutes ces choses-là, avec vraiment un œil global, si vous voulez, un œil total, au lieu de regarder par le petit trou de la lorgnette. Alors Sylvie Simon, qui était Émile Pinel? Émile Pinel était un mathématicien qui a beaucoup travaillé sur des champs de conscience qui sont c'est long à expliquer, ce sont si vous voulez, sur les champs de la pensée. Il a beaucoup travaillé sur la biologie justement, et elle s'est inspirée de lui, et puis elle a travaillé surtout elle-même, hein. Elle avait des idées totalement personnelles, mais si vous voulez, ce sont tous ces grands penseurs, Jean Charron, Pinel, bien d'autres, qui ont commencé à la faire se poser des questions. Au lieu d'avaler tout ce qu'on lui avait appris à l'école, dans les écoles de biologie évidemment, elle s'est dit il faut quand même que je vois où ça va. Alors elle a étudié les théories de Béchamp, de Tissot, et tous ces gens-là estiment qu'ils auraient dû occuper la place de Pasteur. À ce moment-là, le monde ne serait pas à l'agonie, la sécurité sociale en faillite, la santé de nos concitoyens bien compromise, vous voyez. C'est ce qu'elle disait toujours. Alors, quand elle était au CNRS, justement, quand elle a entamé toutes ses recherches, comment a-t-elle été perçue par certains chercheurs? Eh bien, elle a été perçue. Il y a eu certains chercheurs qui l'ont suivie, évidemment, au contraire, elle avait beaucoup d'admirateurs, mais elle a été aussi perçue comme une épine dans le pied de la science officielle, si vous voulez. Elle s'est occupée tellement des sciences du vivant qu'elle s'est pas occupée de la science matérialiste que nous vivons, qui nous gère actuellement. Alors, on en est arrivé aujourd'hui à dire, certains chercheurs disent que la matière n'existe pas. Exactement, mais ça, ce sont les physiciens qui disent ça. C'est pour ça qu'en tant que biologiste, si vous voulez, elle s'est beaucoup tournée vers la physique.
Pour elle, c'était très important et le côté de la physique l'a beaucoup intéressée. Elle s'est occupée aussi, elle s'est beaucoup occupée des champs informationnels, vous voyez. Ah oui. C'était pas dans le programme de la biologie, évidemment. Qu'est-ce que les champs informationnels ? C'est-à-dire le côté holographique du monde, vous voyez. Alors c'est une vision holistique, c'est pour ça que c'était important. Pour elle, elle avait une vision holistique du monde. Et il n'y a pas beaucoup de scientifiques capables d'une telle mutation du jour au lendemain. Alors c'est justement ces mêmes physiciens qui disent en ce moment que la matière n'existe pas, que tout est énergie, enfin onde. Ah oui, mais ça c'est certain. On sait bien, à la lumière de la physique, tout ce qu'on appelle la matière inerte n'a plus de sens. Et la biosphère elle-même apparaît comme une entité qui contrôlerait l'environnement physico-chimique, vous voyez. Donc la notion de nature vivante était très importante pour elle, mais elle bouleversait en même temps des idées bien enracinées. Alors vous avez coécrit Le Réveil de la conscience, qui est paru aux éditions Guy Trédaniel il y a quelque temps. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire toutes les deux cet ouvrage ? Eh bien parce que moi je connaissais bien Jacqueline qui était une amie et je trouvais qu'elle disait des choses certes extrêmement intéressantes, mais si vous voulez un petit peu difficile à comprendre pour le commun des mortels qui ne sait même pas la différence qui existe entre un microbe par exemple et un virus, vous voyez. Donc je lui ai dit il faudrait quand même que tu rendes tes propos plus compréhensibles pour le grand public qui n'a aucune notion ni de physique, ni de biologie, ni de quoi que ce soit. Alors il m'a dit mais écoute, moi j'ai pas envie de le faire, tu n'as qu'à le faire à ma place. Alors je n'ai évidemment pas voulu prendre sa place parce que j'ai horreur de faire ce genre de choses. Et je lui ai dit pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas à deux ? Et donc elle m'a envoyé toutes les informations et je les ai traitées et rendues plus accessibles au grand public en y mettant mon petit grain de sable évidemment. Alors quelle est la trame centrale de cet ouvrage ? Oh alors là ça va très très loin parce que nous avons eu, on a, si vous voulez c'était très large comme vue. Nous avons abordé des quantités de sujets. Ce qui était très important, c'est-à-dire aussi bien la maladie. D'abord, on a parlé de la science et la conscience, des différences entre la science qui n'a plus de conscience. On a beaucoup parlé de maladie, évidemment, avec quand on sait qu'on va être malade, évidemment on tombe malade, la force de la pensée sur l'état de santé des gens. On a parlé des travaux du cancer beaucoup. On a parlé de la nourriture qui était très importante pour elle. C'était une femme qui était évidemment végétarienne et qui respectait ce qu'elle mangeait, qui estimait que croquer un aliment, c'était avaler de l'information. Donc c'était plus que des... Vous savez, on nous parle toujours de protéines, de vitamines, de toutes ces choses-là. Pour elle, la nourriture, c'est l'information. Alors elle rejoignait un petit peu ce que disait justement... c'était Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Alors ça, pour elle, c'était très important, alors que les médicaments chimiques ne l'intéressaient absolument pas. Alors elle a beaucoup parlé aussi des animaux, elle s'est beaucoup intéressée aux animaux, elle était contre l'expérimentation animale, évidemment. Elle s'est occupée, elle a travaillé sur les légumes et les OGM et les incidences des OGM dans la culture. Elle s'intéressait énormément à l'exploitation des animaux, parce qu'on les exploite à tout point de vue. Aussi bien en nourriture. Alors justement, elle expliquait, mais de façon extrêmement, pas toujours simple, enfin elle expliquait de façon très scientifique, pourquoi quand vous avalez un animal qui en plus a souffert, non seulement vous mangez les cochonneries qu'on a pu faire avaler à l'animal, mais vous intégrez en même temps la colère de l'animal, la souffrance de l'animal, et vous vous nourrissez de l'information de l'animal, vous voyez, ce qui est très important. Elle s'est aussi beaucoup intéressée au phénomène de la mort, ça c'était très important pour elle, et d'une nouvelle vision du monde. Elle avait une vision du monde qui était totalement globale, holistique, et qu'il fallait changer. Elle estimait qu'on ne pouvait pas continuer, et ça tout le monde est d'accord avec elle, on ne peut pas continuer dans la civilisation et la façon de penser que nous pratiquons encore, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'elle disait sur le phénomène de la mort, justement ? Pour elle, la mort n'existait pas. Pour elle, on passait dans une autre dimension. Et du reste, souvent, elle était tellement écœurée par l'attitude de ses collègues qu'elle me disait, moi, je demande mon passeport pour l'au-delà parce que vraiment, les hommes me dégoûtent, m'écœurent et l'humanité actuelle est tellement pas belle que vraiment, j'ai honte. Elle n'avait pas du tout peur de la mort. Hein. Quand elle est partie justement, c'est ce que j'ai dit, elle est partie dans une détente complète en disant qu'elle allait enfin être libérée, vous voyez. Pour elle, la vie était un carcan. Alors qu'est-ce qu'elle disait justement des expérienceurs qui vivent des NDE ? Ah ben ça, elle estimait
savez que les NDE étaient une chose qui existait évidemment, elle n'a jamais nié ces choses-là. Pour elle, c'était évident. Elle n'avait pas besoin d'avoir des preuves, vous voyez. Donc elle savait très bien que quand on passait de l'autre côté, on était encore en rapport avec notre monde et avec que la mort n'existe pas. Pour elle, ça c'était évident. C'était pas la fin de la vie, c'était une nouvelle vie ailleurs, et on s'incarnait sur la terre pour avoir des expériences, pour évoluer. Elle croyait à la réincarnation, elle croyait à toutes ces choses-là. Enfin, elle croyait. C'était pas le domaine de la foi chez elle. C'était vraiment la science qui lui avait prouvé que toutes ces choses-là n'étaient pas du tout de la fabulation. D'ailleurs, la réincarnation nous renvoie aux recherches du professeur Stevenson. Oui, exactement. Mais si vous voulez, Stevenson s'en est occupé sur le plan matériel, et c'est bien parce qu'il a prouvé des quantités de choses par ses expériences. Mais elle n'avait pas besoin de ça. Pour elle, c'était une évidence. Vous voyez. Elle était totalement d'accord avec lui, évidemment. Ouais. Mais elle n'a pas travaillé dans le même sens. Elle travaillait, elle, plutôt dans la spiritualité que dans la matérialité. Oui, justement, elle prouvait par la Kabbale aussi, oui, et les mathématiques. Oui, à la Kabbale, oui, ouais. C'est vrai. Mais ça, c'était plutôt à la fin de sa vie. Au début, elle ne s'était pas intéressée d'une façon particulière, quoi. Après, elle a beaucoup axé ses travaux là-dessus, mais son principal souci, c'était justement ce côté holistique, le côté, vous savez, elle disait toujours, elle était totalement dans la physique quantique à ce point de vue-là, parce qu'elle vous disait toujours, tout ce que vous faites, vous le faites à vous, vous le faites aux autres, et ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous. Elle pensait que nous sommes un tout, et que justement, comment dirais-je, elle était totalement dans cette sorte d'idée, et elle pensait que de toute façon, toute action a une réaction. Donc automatiquement, quoi que vous fassiez, vous aviez après la réaction de vos actions. Donc ce qui est exactement en rapport avec le karma des bouddhistes, etc., etc. Alors elle disait également que la maladie n'était pas dans le corps physique. Non, pour elle, la maladie était une chose qui arrivait bien avant que la maladie ne se manifeste dans le corps. Elle se manifestait dans l'esprit, dans l'âme, dans la personne, dans notre autre moi, si vous voulez, qui n'était pas un moi physique. Donc ça nous renvoie au champ unitaire ultime. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc qu'on appelle Dieu finalement. Oui, oui, absolument. Alors pour elle, elle appelait ça le champ unifié de conscience, le champ ultime. En parlant de champ, c'est H-A-M-P, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Et elle disait qu'il y avait 3 champs, H1, H2, H3. Oui, exactement. Il était totalement en rapport avec toutes nos... je trouve que c'était un précurseur dans le sens de la physique. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à la physique quantique, mais elle était totalement dans les travaux de la physique quantique. Et alors, justement, si vous voulez, Pinel avait justement travaillé sur la relativité en biologie, justement. Oui. Donc, elle a continué pour elle, et puis alors la cellule vivante, pour elle, était une chose importante. Donc, si vous voulez, elle a travaillé avec tous ces gens-là, ou sur leurs travaux, parce qu'elle les a pas tous connus personnellement, genre Tissot et autres, ou Béchamp, qui était évidemment mort bien avant elle. Mais elle a quand même terriblement été influencée par ces gens-là au départ. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les travaux de Guillet, les travaux de Dutel, les travaux de tous ces gens-là. Elle était dans la théorie de Béchamp, c'est-à-dire que les microbes, ça la faisait rire. Pour elle, un microbe n'était qu'une manifestation d'un mal-être ou d'une pathologie, mais c'était pas le microbe qui donnait la pathologie, c'était la pathologie qui engendrait le microbe. Donc elle rejoignait en somme, si vous voulez, les théories de certains chercheurs qui vous ont toujours dit, qui ont toujours pensé que les microbes n'étaient pas en nous, et que les microbes n'étaient rien, et que le terrain était tout. C'est ce qui a fait la réputation de médecins de hors pair. Quand on les cite, on cite leurs travaux, mais on ne cite pas cette pensée-là qui était tellement importante, c'est-à-dire que c'était le terrain qui comptait avant tout. Qui était Béchamp ?